Mesdames, Messieurs, je ne m'approche pas sans un certain trouble de cette table sur laquelle, comme vous le savez, le sang a été versé. C'était jeudi dernier, lors de la leçon inaugurale de Wajdi Mouawad. Ce n'est plus une table que vous avez là devant vos yeux, c'est un autel pour le sacrifice. Et voilà comment un acte assez simple change la nature des choses. Voilà ce qu'on appelle précisément le théâtre, c'est-à-dire une transformation de la réalité. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, en principe, je n'aurai pas besoin d'infirmière. Enfin, en principe. Y a-t-il une infirmière dans la salle? On verra. Une annonce pour commencer. Demain à 19h aura lieu ici même au Collège de France la deuxième rencontre du cycle organisé avec la Comédie Française. Le thème en sera « Dire le vers », thème évidemment éminemment littéraire. Y participeront, comme la dernière fois, l'administrateur de la Comédie Française, Éric Ruff, et deux illustres sociétaires de la troupe du Français, Daniel Lebrun et Denis Podalides, ainsi que votre serviteur qui n'est pas sociétaire du Français. Et l'ensemble sera modéré par la journaliste Judith Chen de France Musique. On y entendra beaucoup de vers, de poésie. Je crois que ce sera très beau. Entrée libre, comme toujours, dans la limite des places disponibles, et vous êtes les bienvenus, évidemment. Seconde annonce, comme indiqué dans le programme, dès le départ, il n'y aura pas de séance la semaine prochaine, vous le savez, et le prochain cours aura lieu le 25 février, c'est-à-dire dans 15 jours. Profitez de ce répit pour lire et éventuellement rattraper les cours et les séminaires perdus. J'avais fait un cours, une année, à la recherche des œuvres perdues, à la recherche des cours perdus. En tout cas, c'est le seul devoir de vacances que je vous donne. Lire, lire. Continuons brièvement la lecture allégorique du tableau de Poussin que nous avions entamé mardi dernier. J'ai mentionné, vous vous en souvenez, le caractère assez étrange, au bout du compte, de ce grand mur de pierre qui a surtout pour fonction d'arrêter la course des trois bergers. Les trois bergers ne peuvent pas aller plus loin. Ils arrivent au bout, ils sont arrêtés dans leur course, en quelque sorte comme la vie est arrêtée par la mort. Et les trois bergers, nous l'avions vu, sont comme trois incarnations discrètes, tous les trois dans le même mouvement, d'un même mouvement qui les anime, comme sur cette chronophotographie que je vous avais montrée d'Étienne Jules Marais. Et ce mouvement-là qui les anime, on peut l'interpréter, je suis dans l'interprétation, vous l'aurez compris, on peut l'interpréter comme le mouvement même de la vie. De la vie. Et ce mouvement de la vie s'arrête brutalement, comme par hasard, devant la paroi de pierre, devant un tombeau, devant une inscription mystérieuse. Comment mieux représenter l'événement de la mort? La mort qui vient interrompre l'élan de la vie, le continu de la vie. Autrement dit, et c'est cela qui m'intéresse ici, autrement dit, la tension formelle que nous sentons dans le tableau et que j'avais développée mardi dernier, à savoir cette tension entre le discret et le continu, entre, d'un côté, le mouvement du réel et de l'autre côté, l'immobilité, la stase, pour prendre un mot un peu pédant, la stase imposée par la représentation picturale, puisque cette représentation picturale, vous vous en rendez compte, n'est évidemment pas une image animée, même si elle a toutes les caractéristiques de ce qui pourrait être une animation, eh bien, cette tension formelle propre à la peinture, elle devient ici l'image même, c'est-à-dire l'allégorie, l'image même de la tension propre à l'existence humaine. Et c'est quoi cette tension? Enfin, je dis tension, je devrais plutôt dire contradiction.
scandale de la condition humaine plutôt que tension, à savoir l'irruption brutale de la mort dans le continu de la vie. Et voilà la force propre de ce tableau de Poussin, qui a été un peu négligé, relativement négligé par l'histoire de l'art, tant il a été éclipsé par son illustre successeur, la seconde version du thème, cette version qui se trouve au Louvre et dont nous allons parler tout de suite. Mais c'est un tableau qui a été quelque peu négligé en France, tout particulièrement parce qu'il se trouve en Angleterre, au château de Chatsworth. Et Erwin Panofsky a tout à fait raison, pour une fois, de souligner qu'il existe une tradition proprement anglaise de réception et de commentaire de ce tableau, une tradition anglaise distincte de la tradition française qui est fondée plutôt, comme il se doit, sur le tableau qui se trouve au Louvre à Paris. J'en prendrai pour seul exemple de cette tradition anglaise de réception du tableau de Poussin, de celui-ci, eh bien ce dessin du génial Aubrey Beardsley, paru dans le dernier numéro de la revue décadentiste The Savoy en 1896. C'est une revue qui était fondée et dirigée par le grand poète symboliste décadent anglais Arthur Symons. Alors vous voyez cette gravure de Beardsley. Beardsley produisait pour The Savoy énormément de gravures. Une bonne part de l'œuvre de Beardsley, ce sont ces gravures pour The Savoy. Eh bien, vous voyez ici une sorte d'élégant aristocrate britannique, vieillissant, en témoigne son crâne dégarni, s'approchant d'un pas décidé, avec curiosité peut-être, vers une stèle surmontée d'une urne funéraire et portant l'inscription « Et in Arcadia ego ». Nous sommes donc bien dans le thème qui nous occupe. On a quitté le monde des bergers pour celui de la haute société. La canne du dandy a remplacé la houlette du berger, du pasteur, mais le message, au bout du compte, n'est pas très très différent. Le message, c'est la mort interrompt aussi le bonheur des riches et des élites, si distingués soient-ils. Notez en particulier le mouvement très particulier de ce personnage aristocratique, le pied droit étrangement sur la pointe, c'est assez étrange, ou bien dans un écart peut-être, avec un effet de perspective, dans un écart important, digne de la danse, avec un parallèle finalement assez exact avec ce berger de droite dans le tableau de Chatsworth. Dans les deux cas, nous avons affaire à une marche, ou bien même avec ce dandy, presque une danse vers la mort. Mais ces bergers ne sont-ils pas en quelque sorte aussi dans une sorte d'élan un peu dansant? Donc voilà déjà peut-être une première lecture allégorique de la scène, valable aussi bien pour Poussin que pour Beardsley. Et vous voyez que cette lecture allégorique fonctionne différemment du tableau du Guerchin dont nous avions parlé précédemment. Dans ces deux tableaux qui traitent le même thème, ce n'est pas chaque élément qui fait sens séparément, comme chez le Guerchin, il y avait les différents symboles, vous voyez, qui s'accumulaient, mais ce n'est pas la somme des sens des éléments divers qui composent le tableau, qui produisent, ce n'est pas cette somme qui produit le sens total, mais c'est la structure elle-même de l'image en tant que telle qui doit être interprétée. Et du reste, c'est une question générale de toute interprétation pour les images comme pour les textes, parce que nous ne sommes jamais très loin des textes ici. Quelle importance donner aux détails d'une œuvre? Faut-il faire prévaloir les détails sur l'ensemble même de l'œuvre? Ou bien, au contraire, faut-il faire prévaloir l'ensemble sur les détails? Le détail d'une œuvre est-il en mesure de renverser le sens de l'ensemble? Ça, ce sont des problèmes que nous verrons
plus tard. On prend un détail et puis on essaie à partir de ce détail de dire que, en fait, c'est exactement l'inverse que dirait l'œuvre à cause de ce détail particulier. Je crois qu'il faut garder ces questions en mémoire lorsque nous aborderons la lecture des textes littéraires que nous avons déjà un petit peu fait dans les séances précédentes. Car les procédures d'interprétation sont communes en grande partie aux textes et aux images, ainsi que les problèmes que ces procédures d'interprétation posent. Allons un peu plus loin dans la lecture allégorique de cette image et dans les références. Un mouvement vers la mort, je vous ai dit, un mouvement de la vie arrêté par la mort. Vous avez 3 bergers, 2 hommes et une femme, courant vers un tombeau et s'arrêtant brusquement devant le tombeau. Ne vous font-ils pas penser à un texte célèbre, cette idée de 2 hommes et une femme courant vers le tombeau et s'arrêtant devant le tombeau? Je pose la question. Exactement. Ça fait penser immanquablement à l'Évangile selon saint Jean, quand les disciples de Jésus découvrent le sépulcre de leur maître le lendemain de son ensevelissement. C'est au chapitre 20, versets 1 à 10 de l'Évangile de Jean. Je lis. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Texte, évidemment, extrêmement célèbre, puisqu'il est dans les évangiles, lu régulièrement à la messe. Et ce texte si célèbre ne peut pas ne pas venir à la conscience de tous les spectateurs du tableau de Poussin dans la Rome du XVIIe siècle. C'est impossible, de la même manière que ce texte vous est venu vous-même à l'esprit et à la mémoire lorsque je vous ai posé la question. Pour les spectateurs humanistes et chrétiens contemporains de Poussin, la référence évangélique, ce texte-ci, elle est évidente, elle est incontournable. Les 3 bergers, évoquent les 3 disciples. Le barbu plus âgé, c'est Pierre. C'est lui qui est le plus près du tombeau, comme dans le texte évangélique, c'est lui qui le touche. Le suivant, celui qui le suit, c'est Jean. Et enfin, Marie-Madeleine est un peu en retrait. Je dis Marie-Madeleine, mais évidemment, il ne s'agit ni de Pierre, ni de Jean, ni de Marie-Madeleine, puisqu'il s'agit, on n'est pas dans un tombeau fermé comme c'est présenté dans l'Évangile, on est dans un tombeau à l'air libre, et clairement, ce ne sont pas les apôtres, ni Marie-Madeleine, mais ça les évoque immanquablement, même si là, avec les différences qu'il faut faire, mutatis mutandis. La scène du tableau, donc, est analogue à celle de l'Évangile, à la différence près. Cette différence-là, à savoir que, non pas seulement que nous sommes à ciel ouvert, mais que c'est un monde encore païen qui nous est présenté, un monde qui n'a pas connu le Christ, et donc qui ne connaît pas l'espérance de la résurrection, ni la victoire sur la mort. Les 3 bergers ne sont pas les disciples,
dans cette interprétation-là. Ils ne sont pas les disciples, mais ils sont la préfiguration des trois disciples. Et le message est clair, pour autant qu'un message puisse être clair dans un tableau comme celui-ci. Le message est celui-ci. Dans un monde d'avant la révélation, eh bien, la mort triomphe. Et le chrétien, quant à lui, croit en la résurrection qui triomphe de la mort. Voilà une interprétation possible de ce tableau pour les spectateurs chrétiens, comme ils étaient la plupart à Rome au XVIIe siècle, lorsque Poussin peint ce tableau. Et du reste, il existe des représentations de cette scène évangélique canonique. Par exemple, ici, voilà, par Giovanni Francesco Romanelli, vers 1640, vous voyez, c'est un tableau qui se trouve au Prado, vous avez Saint-Pierre et Saint-Jean au sépulcre, précédés par un ange, Madeleine étant, elle, restée à l'extérieur. Donc c'est pourquoi elle n'est pas visible. On mesure la différence de qualité entre les deux tableaux, quelle que soit la différence, la différence des thèmes. Donc c'est un thème bien connu en peinture, mais Poussin le traiterait de ce point de vue dans son mode païen, hein, avant la révélation. Une lecture chrétienne du tableau est donc possible. Elle est même clairement préparée par le peintre. Il y a pensé, parce qu'il sait que ses spectateurs y penseront. Mais cette lecture-là n'est pas imposée par l'image. C'est ça qui est important. Elle n'est pas imposée par l'image. C'est à nous d'en faire le choix, en fonction de notre propre culture et de nos propres croyances, éventuellement. Le spectateur a le choix en fonction de ses propres convictions. Le chrétien, devant le tableau du Poussin, se dit « Voilà le monde sans Dieu, le monde qui n'a pas connu le vrai Dieu. » On pense à Pascal, « misère de l'homme sans Dieu ». C'est ça, voilà, la mort arrive en Arcadie et le bonheur terrestre est un bonheur précaire. Bien. Ça, c'est le chrétien qui peut se dire cela en voyant le tableau. Mais l'épicurien, le stoïcien, le libertin, je dis le libertin au sens philosophique du terme, à savoir l'esprit fort. Il y en avait au XVIIe siècle, nous le savons au moins par Pascal qui s'adresse à eux dans ses pensées. Il y en avait au XVIIe siècle, même à Rome, et Poussin en fréquentait. Eh bien, que se disent l'épicurien, le stoïcien, le libertin en voyant le tableau? Eh bien, ils se disent, voilà, la mort peut arriver en plein bonheur, ne l'oublions pas, et profitons du moment présent, carpe diem, comme disait Horace. Carpe diem, et ne te fie absolument pas au credula quam minimum postero, et mets le moins de confiance dans le jour qui vient. Insiste d'abord dans ta vie sur le jour présent. L'astuce de Poussin, car il y en a une, son génie, on peut dire aussi, consiste à laisser ouverte l'interprétation, à ne pas contraindre l'interprétation, à rester dans l'ambiguïté. Une ambiguïté qui lui permet de ne pas heurter les convictions dominantes ni les autorités religieuses. Ainsi, il se fait comme l'apôtre tout à tous. On peut tout voir dans ce tableau selon ses convictions. Et il y a cette indécidabilité essentielle du tableau, mais qui prépare des sens différents et, en vérité, complémentaires. Et nous aussi, aujourd'hui, spectateurs, interprètes, nous ne devons pas forcer l'interprétation ni dans un sens ni dans l'autre. Nous devons nous montrer attentifs au possible de l'interprétation. Nous devons comprendre pourquoi, dans le contexte religieux de l'époque, il était important pour Poussin d'ouvrir une porte vers une lecture chrétienne de son tableau, de sorte qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir présenté une conception matérialiste du monde, ce qui peut-être ne serait pas acceptable étant donné l'idéologie dominante du temps. Voilà pour la première version du tableau. Alors, je l'ai déjà dit, sa composition n'est pas parfaite, on l'a vu,
Son réalisme laisse un peu à désirer. Le paysage, nous l'avions dit, n'est pas assez caractérisé. Ce tableau a encore une dimension abstraite et allégorique, mais tout de même, cette image propose, je pense que maintenant vous en êtes convaincus, une lecture beaucoup plus riche que le tableau du Guerchin que vous avez en mémoire, et avec de fortes différences entre le tableau du Guerchin et celui du Poussin, la principale différence étant que l'inscription dans le tableau de Poussin devient le centre d'attention des personnages et devient le centre d'attention du tableau. C'est un tableau qui porte sur la lecture. Le tableau du Guerchin ne portait pas sur la lecture puisque les bergers ne voyaient pas l'inscription. Elle était au dos du tombeau par rapport à eux. L'inscription faisait face aux spectateurs que nous sommes, mais les bergers eux-mêmes ne la voyaient pas. Ici, c'est l'inverse. Les bergers sont lecteurs de l'inscription. Et ce qui me semble intéressant dans le tableau de Poussin, c'est que ce n'est pas ici une lecture vue de loin. On ne nous montre pas quelqu'un qui lit pour le plaisir, pour la méditation. Il existe de telles représentations dans la tradition classique de la peinture européenne. Il existe de telles représentations de lecteurs en train de s'absorber dans la lecture. Deux exemples célèbres, je ne suis pas allé chercher bien loin mes exemples. Le Saint-Dominique de Fra Angelico à Florence, ou bien la liseuse de Fragonard qui ornait les boîtes de chocolat, etc. Bon, mais voilà, je ne suis pas allé chercher loin, mais on en trouverait des dizaines de représentations de lecture qui sont de très belles représentations. Mais là, vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train de méditer, une jeune femme en train de lire, sans doute pour le plaisir, à moins que ce soit un bréviaire, mais sans doute plutôt pour le plaisir. Mais la différence avec le tableau de Poussin, c'est que dans le tableau de Poussin, ce qui nous est montré, c'est la lecture d'un texte précis, et in Arcadia ego. Et elle nous est présentée, cette lecture, elle est envisagée comme un acte intellectuel particulier, un acte inassimilable à tout autre. Quel est cet acte? C'est l'acte du déchiffrement. C'est l'acte de la compréhension. La difficulté, vous vous en rendez compte, est celle-ci, à savoir comment montrer par une image un acte aussi intellectuel qu'est la compréhension. Posez-vous la question. Posez-vous la question simplement, et vous verrez que c'est extrêmement difficile de montrer par une image comment fonctionne l'esprit. Il y a une quinzaine d'années, en 2011 plus précisément, le Palais des Beaux-Arts de Lille avait montré une magnifique exposition sur ce sujet de l'acte intellectuel. Elle était intitulée « Portrait de la pensée ». Il y en a un très beau catalogue qui existe encore, et cette exposition présentait des portraits de penseurs, de philosophes, d'Héraclite à Descartes, par des peintres qui étaient tous du XVIIe siècle, donc l'époque même de Poussin. Et tous ces tableaux montraient l'effort de la pensée. Ils montraient la contention que la pensée impose au corps, comme dans cet extraordinaire Saint Jérôme de Giuseppe de Ribera, conservé au musée de Prague. Ribera, à qui le Petit Palais consacre une exposition extraordinaire actuellement. Donc on voit dans le corps même, en particulier là dans le décharnement de ce corps de Saint Jérôme, saint lecteur par excellence, on voit là effectivement l'action dans le corps de ce qu'est l'acte intellectuel. On voit les transformations que la pensée induit dans un visage. Tout cela, on le voit. Mais aucun de ces tableaux qu'on avait dans l'exposition, et même dans ce tableau-ci, aucun de ces tableaux ne nous introduisait dans l'intellect lui-même, dans l'intellect en train de fonctionner lorsqu'on lit un texte. Aucun ne montrait le problème que représente le déchiffrement et la compréhension d'un texte. Et c'est pourtant
et c'est pourtant cela ce que réussit à faire Poussin. Et cela, c'est extraordinaire. Il a trouvé une solution pour représenter la difficulté de comprendre un texte. Et c'est à ma connaissance l'un des premiers, et peut-être l'un des seuls tableaux de l'histoire de la peinture qui nous mettent en position de lecteur, c'est-à-dire qui nous demande de nous identifier aux personnages pour lire avec eux, pour lire en même temps qu'eux, et pour lire un texte. Et un texte, nous l'avons vu, un texte qui nous résiste autant qu'il résiste aux personnages du tableau, puisqu'il est plein d'embûches, plein de sens différents. Et nous aussi, par ces tableaux de Poussin, ces tableaux, parce qu'il y en a deux, nous sommes intégrés au tableau en tant que lecteurs. Nous vivons avec les personnages l'acte même de la lecture. Or, il ne suffit pas seulement de lire. Encore faut-il, c'est un peu l'objet de ce cours, encore faut-il comprendre les textes. Encore faut-il faire résonner en soi le texte, c'est-à-dire laisser le texte accomplir en nous son travail. Cela, on ne le voyait pas dans le tableau de 1628. Les bergers viennent juste d'arriver, ils sont devant le tombeau. Il y en a un qui déchiffre l'inscription, il est dans la difficulté de la compréhension de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, peut-être, ces bergers. Mais on ne voit pas le texte qui accomplit le travail. On voit le travail de déchiffrement, mais pas la suite de la lecture. Donc cela, on ne le voit pas dans le tableau de 1628 qui est à Chatsworth. Mais, ce travail du texte en nous, c'est ce qu'explore la seconde version d'Et in Arcadia Ego, la version la plus célèbre, celle du Louvre, peinte en 1640. Et dans cette seconde version, ce que Poussin a réussi à faire dans la première version du thème Et in Arcadia Ego, eh bien, il l'exploite encore davantage. Il va encore plus loin dans l'exploration du mécanisme même de la lecture. Alors parlons un peu de cette seconde version, qui est évidemment la plus célèbre. Ce tableau arrive une douzaine d'années plus tard que le premier, vers 1640. Donc, c'est une commande d'un grand prélat romain, qui n'est pas n'importe qui, Giulio Rospigliosi, qui est un fin lettré, un humaniste, un futur cardinal encore en 1640, et surtout un futur pape sous le nom de Clément IX. C'est un véritable humaniste, un véritable lettré. On a beaucoup dit, à la suite de Panofsky, encore ce fameux Panofsky, en lisant Panofsky qui lisait mal ou qui faisait semblant de mal lire, je ne sais pas comment il fait. Enfin bon. Le témoignage de Giovanni Bellori dans ses Vies des peintres, qui est l'une des grandes sources que nous avons sur les peintres italiens et français, enfin romains, qui était Poussin, qui était le plus italien des peintres français, puisqu'il vivait à Rome. On a beaucoup dit, en lisant le témoignage de Bellori, que Rospigliosi était peut-être l'auteur de la formule « Et in Arcadia ego ». C'est ce que dit Panofsky, enfin c'est ce qu'il laisse entendre, disant c'est possible. L'hypothèse, à mon sens, est invraisemblable. Elle est invraisemblable parce que la formule « Et in Arcadia ego », vous le savez, ce n'est pas Poussin qui l'a inventée dans son tableau de 1628. Elle figurait déjà dans le tableau du Guerchin, qui date, lui, on le sait, de 1618. Or, en 1618, Giulio Rospigliosi avait à peine 18 ans. Il était né en 1600, et il n'était pas à Rome. Il était étudiant à l'université de Pise, il faisait ses études, et on imagine mal comment un simple étudiant, même de très bonne, d'excellente famille romaine, comment un simple étudiant âgé d'à peine 18 ans, ne résidant pas à Rome, qui plus est, étant le plus souvent à Pise, aurait pu suggérer au Guerchin ou à son commanditaire romain une telle formule, « Et in Arcadia ego ». En plus, « Et in Arcadia ego », s'agissant de la mort ou d'un mort, c'est pas vraiment une pensée de jeune homme, me semble-t-il. Enfin, bon.
Mais donc, bref, l'idée que Rospigliosi aurait pu être l'inventeur même de la formule, c'est une lubie de Panofsky, une de plus, et ça ne tient pas. On ne sait pas qui a inventé cette formule. Elle vient du commanditaire du tableau du Guerchin, très vraisemblablement, mais nous ne savons pas qui c'est. Alors, toujours est-il que ce tableau-ci, donc là commandé par Rospigliosi, qui a voulu avoir une nouvelle version de ce thème, toujours est-il que ce tableau aura très très vite une réputation énorme, énorme, à Rome comme en France, par le biais de tous les visiteurs du pape, du cardinal et du pape, par le biais de tous les amis de Poussin, et très vite, Louis XIV en fait l'acquisition en 1685, donc Poussin est mort, et Louis XIV fait installer ce tableau dans son petit appartement à Versailles, dans le vestibule ou dans l'antichambre, comme, figurez-vous, comme dessus de porte, au-dessus d'une porte. Un beau dessus de porte quand même. Bon, mais c'est Versailles. En tout cas, très très loin des regards extérieurs de tous les visiteurs, qui sont nombreux, à Versailles. Donc ça, c'était en 1685, lorsque Louis XIV acquiert le tableau. En 1738, cette antichambre, où se trouve le tableau, devient le cabinet des pendules de l'appartement intérieur de Louis XV. Et le tableau reste à sa place, il sert toujours de dessus de porte. Bref, c'est un tableau invisible. Invisible, sinon pour les intimes du roi et pour le roi lui-même, mais un tableau, et c'est ça qui est assez étonnant, un tableau qui n'en est pas moins connu par des descriptions très nombreuses. Ce tableau ne finit par arriver au Louvre qu'après la Révolution, quand le Louvre est créé comme musée national de peinture. Il n'y arrive qu'en 1816, mais ça n'a pas empêché, avant 1816, d'innombrables critiques, artistes, poètes, de parler de ce tableau et même de l'imiter, et sans l'avoir jamais vu. C'est un tableau qu'on connaît par ouï-dire. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on raconte, qu'on décrit ce tableau, des déformations s'installent, comme par vous savez, ce jeu qu'on appelle téléphone arabe en français, mais qu'en anglais on appelle Chinese whispers, les murmures chinois. Vous avez le choix entre les. Eh bien voilà, des déformations s'installent, un peu oulipiennes à leur manière. Ainsi, un exemple, Diderot. Diderot parle de ce tableau en 1758. Vous me direz si vous le reconnaissez. Il y a un paysage du Poussin où l'on voit de jeunes bergères qui dansent au son du chalumeau. Et à l'écart, un tombeau avec cette inscription « Je vivais aussi dans la délicieuse Arcadie ». Le prestige de style, alors ici prestige, c'est dans son sens ancien d'illusion, de charme, donc le charme de style. Le prestige de style dont il s'agit tient quelquefois à un mot qui détourne ma vue du sujet principal et qui me montre de côté, comme dans le paysage du Poussin, l'espace, le temps, la vie, la mort, ou quelque autre idée grande et mélancolique jetée tout au travers des images de la gaieté. Alors voilà comment Poussin voit ce tableau, comme une description de la gaieté, et puis à l'écart, un tombeau qui lui amène l'idée de la mort. Eh bien, comme Diderot, vous voyez que ça ne correspond pas du tout ni à la première version du tableau de Poussin, ni à la deuxième, mais comme Diderot, la plupart des commentateurs parlant de ce tableau, même encore au XIXe siècle, même après 1816, quand le tableau est devenu visible, et c'est la force des descriptions précédentes que, à force de lire les descriptions, on ne voit plus le tableau que pourtant on pourrait voir si on faisait l'effort, au moins d'aller le voir. Eh bien, la plupart des commentateurs, alors que le tableau est devenu plus facilement visible au XIXe siècle, imaginent encore la représentation d'une Arcadie heureuse, avec des jeunes gens qui dansent, qui font la fête. Il y a un très bon article de 1979 de Richard Verdi, un article assez fondamental sur la réception critique de ce tableau, qui note que c'est un cas très rare de malentendu sur un tableau que peu ont vu et où les
les commentateurs brodent à partir d'autres commentaires, d'autres pseudo-reproductions ou des imitations fautives. Voici un autre exemple. Un autre exemple que j'emprunte à un article de Jean-Claude Berchet sur la fortune de l'image arcadienne au XIXe siècle. Alors cet exemple, bien, son auteur, c'est mon collègue, hein, je puis dire, Jacques Delisle, ou l'abbé Delisle, qui était titulaire au Collège Royal, avant qu'il ne devint un Collège de France, qui était titulaire au Collège Royal ou de France de la chaire de poésie latine de 1778 à 1813, grand poète français de la fin du XVIIIe siècle, connu pour ses traductions de Virgile et puis pour ses propres poésies. Vraiment un poète très, très populaire, très célèbre, très, très connu. En 1782, dans Les Jardins, sa grande œuvre, il est connu surtout pour cela, après ses traductions des géorgiques, etc., dans son grand poème Les Jardins, au chant 4, il décrit, ou plutôt croit décrire, le tableau de Poussin. Imitez le Poussin. Aux fêtes bocagères, il nous peint les bergers et les jeunes bergères, les bras entrelacés dansant sous des ormeaux, et près d'eux, une tombe où sont écrits ces mots « Et moi aussi, je fus pasteur dans l'Arcadie ». Le tableau des plaisirs, du néant de la vie, semble dire « Mortels, hâtez-vous de jouir. Jeux, danses et bergers, tout va s'évanouir. » Et dans l'âme attendrie à la vive allégresse, succède par degrés une douce tristesse. Bon, c'est pas mal du point de vue poétique, c'est assez joli. Je trouvais assez intéressant la façon dont, vous avez l'inscription du discret dans le continu, vous savez que c'est l'un de mes dadas depuis la semaine dernière, comment l'inscription, alors latine mais ici traduite en français, rompt le flux du poème par le rythme. Parce qu'on n'est plus dans le rythme classique de l'alexandrin 6-6, mais on est dans un rythme ternaire, 4-4-4. Hein, et moi aussi, je fus pasteur dans l'Arcadie. Et donc l'inclusion de l'inscription et la différence entre d'énonciation, elle est donnée par la différence de rythme. Je trouve que c'est assez bien fait hein, du point de vue poétique. Mais Delisle ajoute en note, parce qu'il y a des notes qu'il ajoute pour expliquer son poème. Et dans la note, vous voyez, il va aggraver son cas. Ce fameux tableau est sans doute le plus beau des tableaux de paysage. Il ne l'a jamais vu, bien sûr. Si l'on ne savait d'ailleurs combien l'imagination du Poussin s'était nourrie des ouvrages des grands poètes anciens, ce tableau suffirait pour le prouver. Presque toutes les odes voluptueuses d'Horace ont le même caractère. Partout, au milieu des fêtes et des plaisirs, il montre la mort dans le lointain. « Hâtez-vous, dit-il, qui sait si nous vivrons demain? Nous mourrons. Il faudra quitter cette belle maison, cette femme charmante, et de tous ces arbres que vous cultivez, le seul cyprès suivra son maître, hélas. Trop peu durable. » J'aime bien ce mot de durable qui renvoie à des développements durables. Bon. Aujourd'hui, mais ça c'est des échos anachroniques, hein, j'entends. Ces contrastes de sensations, moitié voluptueuses, moitié tristes, agitant l'âme en sens contraire, font toujours une impression profonde. Et c'est ce qui m'a engagé à jeter au milieu des scènes riantes des jardins, la vue mélancolique des urnes et des tombeaux consacrés à l'amitié et à la vertu. Donc voilà la note que Delisle ajoute à son poème, mais quand même, que de broderies autour d'une ignorance fondamentale. Ah, il connaît les poèmes d'Horace, clairement, mais il ne connaît pas le tableau de Poussin, qu'il n'a visiblement jamais vu. Il n'en connaît au mieux que la description par Diderot, qui lui-même ne l'a jamais vu non plus. J'avoue que j'ai un peu honte qu'un professeur du Collège de France parle ainsi sans savoir, et comme s'il l'avait vu. J'espère que cela ne se reproduira pas, ou ne se reproduit pas trop souvent. Mais ça me fait penser à ce livre, vous connaissez, ce livre de Pierre Bayard, hein, Comment parler des livres que l'on n'a pas vus. On pourrait écrire la suite, hein, Comment parler d'un tableau que l'on n'a pas vu. C'est exactement ce que fait le bon abbé Delisle. Mais il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul coupable. On peut exonérer le Collège de France d'une telle culpabilité. Goethe aussi s'inspire de ce tableau qu'il n'a jamais vu, dans la formule qui sert d'épigraphe au journal de son voyage en Italie, « Auch ich in Arkadien ». Moi aussi, j'ai été en Arcadie.
auch in Arkadien war, sous-entendu. Moi aussi, j'ai connu le bonheur en Arcadie. Mais pour dire clairement, puisque c'est le sens de son texte, de son voyage en Italie, de son journal de voyage, pour dire l'expérience du bonheur, paradoxalement, et non pas l'expérience de la mort. Et c'est ainsi que change le sens des formules. L'historien François Guizot fut l'un des tout premiers à rompre le consensus, parce que lui a vu le tableau, quand même, et a remarqué la véritable originalité du tableau de Poussin. Voici ce que dit François Guizot. Vous connaissez l'Arcadie, semble-t-il nous dire. C'est le tableau qui parle. Vous la représentez toujours riante et toujours heureuse. Venez y voir la mort, comme ailleurs, avec sa froide monotonie et sa morne solitude. C'est du contraste établi entre les souvenirs que réveille le nom de l'Arcadie et l'aspect même du tableau que le Poussin en a tiré tout l'effet. On n'y voit point une fête, elle nuirait à l'effet de solitude et de silence qui rend l'idée de la mort si frappante. Le paysage est désert, il est même stérile, point d'habitation, point de troupeau, quelques arbres autour de la tombe. Ailleurs, rien qui attire la vue, aucun mouvement qui distrait l'attention. Ben voilà une bonne description du tableau, en tout cas bien meilleure et bien plus fidèle au tableau que ne le sont les précédentes. Et je trouve intéressante quand même ce que dit ici Guizot, à savoir qu'il y a un contraste entre les souvenirs que réveille le nom de l'Arcadie et l'aspect même du tableau. Vous représentez l'Arcadie toujours rayante et toujours heureuse. Ici, Guizot semble commenter un peu ironiquement les précédentes descriptions du tableau de Poussin qui étaient toutes dans le faux. Parce que tout le monde se représentait à un tableau qui correspondait à l'image idéale, classique, traditionnelle de l'Arcadie. Mais justement, le génie de Poussin, c'est de ne pas faire ça. C'est de faire tout à fait autre chose. Et effectivement, chez Poussin, comme le décrit Guizot, eh bien, le paysage est en effet désolé. Ici, bon, vous voyez une page avec le tableau de Poussin, et puis des tableaux qui sont censés imiter le tableau de Poussin, mais sans avoir jamais vu le tableau. Donc voilà, ces montagnes, plutôt ces tombeaux qui sont dans un coin ou un peu éloignés, et puis une végétation extrêmement luxuriante. Rien de tel. Dans le tableau de Poussin, le paysage est désolé, montagneux, le ciel est changeant, les nuages s'amoncellent, les personnages sont dans une position assez statique, bien ancrée sur le sol, ils ne dansent absolument pas. Pas de recherche d'effets érotiques, comme on pourrait l'imaginer pour l'Arcadie, comme on l'avait un peu quand même dans la première version, vous vous en souvenez. La bergère est, on le voit, lourdement vêtue, alors que dans les imitations du tableau, ben voilà, on fait de beaux paysages, l'inscription est lointaine. Donc, dans le tableau de Poussin, la lecture est au premier plan. C'est là sa particularité exceptionnelle. Et surtout, par rapport à la première version, la composition est frontale et réaliste. Pour le coup, on ne peut pas dire que le paysage soit irréaliste. Tout à l'heure, on se demandait ce qu'était cette paroi de pierre. Là, ben non, le tombeau est vraiment identifiable comme un tombeau, pas de doute là-dessus. C'est un tombeau de forme simple, carré, sans, vous vous en souvenez, les volutes baroques, les courbes qui introduisaient dans la première version une manière d'anachronisme. On avait une sorte de tombeau baroque, Louis XV, si je puis dire. Bon, c'est un peu... Nicolas Poussin n'a pas connu le style Louis XV. Mais enfin, on avait un tableau, une forme assez baroque dans un paysage qui était censé être un paysage quand même plutôt une scène antique. Et puis, à la différence de la première version, le paysage est très présent. Vous avez des arbres en feuilles, d'autres à le fond qui sont plutôt dénudés. Le sol est terreux, rocailleux. La végétation y est rare. Et le sol lui-même se fracture, il se fissure, vous le voyez ici. Plusieurs montagnes nues et arides s'étagent à l'arrière-plan, avec un horizon très lointain où le regard pourrait s'évader, si jamais le regard voulait s'évader ou s'écarter du sujet du premier plan, qui est un sujet incontournable, le tombeau et les 4 bergers
qui nous sont là présentés frontalement. Nous voici donc entrés dans la version classique et non plus baroque de Let in Arcadia ego, avec un sentiment, par rapport à la première version, un sentiment de sérénité, de méditation, d'interrogation également. Il faut admirer, je crois, le réalisme des attitudes des bergers, leur symétrie également. Les deux bergers du milieu plient le genou et désignent l'inscription de leurs mains, de leurs doigts, avec chaque fois du même côté que le genou plié, le bras. Et quant au berger et à la bergère, si c'est une bergère, extrême, au debout, eh bien, il reste justement debout, appuyé le premier sur le tombeau et la bergère, ou la jeune femme en tout cas, sur l'épaule du berger à côté d'elle. La réalisation technique, le rendu des membres du corps sont assez sidérants, je crois, de vérité et de naturel. Pour vous en convaincre, voici voilà, une page de détails que vous pourrez apprécier. On voit mieux ici le rendu des corps, des anatomies, qui est quand même assez remarquable. Mais par exemple, le plus impressionnant peut-être, je trouve, c'est ce bras gauche de la jeune femme qui vient s'appuyer sur la hanche par le dos de la main, comme ceci. Position très naturelle, mais tout de même difficile à peindre à cause du raccourci qu'impose la perspective de l'avant-bras. Mais ce raccourci est rendu par le modelé virtuose des ombres sur la chair de l'avant-bras. Vous savez que chez Proust, dans La recherche du temps perdu, Bergotte, l'écrivain, s'extasiait sur le petit pan de mur jaune de la vue de Delft de Vermeer, et même il en mourait d'extase devant ce petit pan de mur jaune. Eh bien, je trouve que la chair de l'avant-bras de la bergère dans le tableau de Poussin, faisant contraste avec son vêtement jaune éclatant, enfin avec des nuances de jaune tout à fait extraordinaires, ben je crois qu'elle mérite autant notre admiration, je crois, que ce petit pan de mur jaune. On songe avec cette position naturelle, mais tout de même un peu étrange peut-être, on songe à l'Athéna pensive assez célèbre de l'Acropole à Athènes, un bas-relief connu, mais cette Athéna, malheureusement, n'a été découverte qu'en 1888. Donc Poussin n'a pas pu la connaître, à moins qu'il en ait existé des reproductions antiques sur des vases, par exemple, qu'il ait pu connaître et qui aient pu l'inspirer, mais ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une attitude tout à fait intéressante, me semble-t-il. Ici, clairement, pour revenir à l'inscription, ici, clairement, c'est le mort, c'est celui qui est dans le tombeau, qui parle par le truchement de l'épitaphe. Il dit « J'ai vécu aussi en Arcadie ». Et vous remarquerez que, comme dans la première version du tableau, eh bien, le peintre Nicolas Poussin préserve la possibilité que le « et » que vous avez ici, que le « et » ne soit qu'une conjonction de coordination, et non pas un adverbe qui signifierait « même » ou « aussi », le « et » signifiant ici « et ». Et comment le fait-il? Simplement, eh bien, en faisant en sorte que l'on ait que comme si on avait la seconde partie ou la dernière partie d'une phrase, dont la première partie serait cachée par, en l'occurrence, la barbe, la tête, le corps du berger. Cela signifierait, comme dans la version de 1628, « et j'ai vécu en Arcadie ». Donc, il semble que Nicolas Poussin soit assez conscient de la difficulté du « et », qui est peut-être un peu mal placé, comme l'avait signalé Panofsky, même si ce n'est pas une difficulté rédhibitoire. Mais « et » peut porter aussi sur « ego », en tout cas, s'il signifie « et », la difficulté disparaît. En tout cas, il s'agit bien, clairement, puisqu'il s'agit d'un tombeau, il s'agit bien d'une épitaphe, et peut-être là aussi, s'il s'agit d'une épitaphe, peut-être cela explique-t-il la mélancolie, le regret apaisé, qui sont perceptibles chez les bergers, ici, représentés dans le tableau.
Celui qui est enterré là, était-elle un ami, une amie des 4 bergers? Jean-Claude Ourquet signale dans un article très intéressant un passage de l'Arcadie de Sannazaro. Vous savez, Sannazaro, l'inventeur en vérité du mythe moderne de l'Arcadie, en 1502, avec son grand poème en prosimètre, mélange de prose et de poésie, poème italien, signale un passage que les lecteurs, les historiens de l'art n'avaient, semble-t-il, pas vu avant lui, où il est question du tombeau de la bergère Phyllis. Et un passage qui a peut-être inspiré Poussin dans la description, dans la représentation de cette image, dans la composition de cette image. Voici ce passage de Sannazaro. Venus des collines toscanes et ligures, les bergers vénéreront ce lieu pour l'unique raison que tu y séjournas. C'est l'amoureux de Phyllis, la bergère Phyllis, qui s'appelle Mélisée et qui s'adresse à celle qui est morte maintenant. Donc voilà, venus des collines toscanes et ligures, les bergers vénéreront ces lieux pour l'unique raison que tu y séjournas, tu, Phyllis, donc, qui est décédée, et ils liront sur la roche bien équarrie l'inscription qui me glace à chaque instant le cœur et me fait étouffer de douleur. Et voici l'inscription donc écrite sur le tombeau et qu'imagine Mélisée, celui qui parle, l'ancien amoureux de Phyllis, celle qui fut toujours pour Mélisée si dure et si altière, humble et bénigne désormais, repose ensevelie sous cette froide pierre. Bon, on pourrait peut-être avoir la représentation de cette scène de Sannazaro dans le tableau de Poussin. Il est possible que ce passage-ci ait inspiré Poussin, en particulier, plus peut-être dans la première version que du tableau, celle de 1628, que celle de 1640, celle qui se trouve au Louvre. Mais regardez, quand même, ici, le tombeau est vieux, il est abîmé, il est plein de fissures, et ce tombeau lui-même renvoie à un passé ancien. Il me semble trop ancien pour être le tombeau de Phyllis, qui est celle qui est l'amoureuse du berger qui parle dans le texte de Sannazaro, à moins qu'on ait réutilisé un tombeau ancien. Bon, une possibilité, enfin c'est un peu compliqué. En gros, ce que nous dit quand même le tableau de Poussin, c'est que voilà, le mort est mort, mais les tombeaux aussi, les tombeaux meurent aussi. Eux aussi, les tombeaux sont sujets à la décrépitude, à la ruine, à la mortalité. Tout peut mourir, tout peut se gâter, tout peut se ruiner, même un tombeau. La mort est partout dans ce tableau. Elle est dans le paysage, dans la sécheresse, dans l'aridité. Elle est sur le tombeau lui-même, et elle est évidemment à l'intérieur même du tombeau. Ce que nous dit le tableau, c'est que l'Arcadie elle-même a changé. Et c'est un peu ça que nous disait François Guizot dans sa lecture du tableau à l'instant. L'Arcadie n'est plus ce qu'elle était. L'Arcadie est maintenant désolée, et les bergers y sont un peu tristes. Ils n'y font plus la fête, ils ne dansent plus. Et je trouve que, ma foi, c'est un message qui est encore valable pour notre temps. Le monde change. Le monde change. Et in Arcadia ego. Moi aussi, j'ai vécu sur la terre. Mais cette terre qui est la nôtre n'est plus la même. Elle change aussi. Et elle ne change pas en bien. Les sols sur lesquels ont marché nos ancêtres sont à présent empoisonnés par les pesticides, par les PFAS. Le climat change, etc. L'inscription pourrait signifier « et in Arcadia ego ». Non pas seulement « moi aussi j'ai vécu en Arcadie » ou « je suis même en Arcadie », mais ça peut dire aussi ceci. C'était encore l'Arcadie là où j'ai vécu. C'était encore l'Arcadie là où j'ai vécu. Sous-entendu, ce n'est plus l'Arcadie. Ce n'est plus l'Arcadie. L'Arcadie n'existe plus. L'Arcadie a fait long feu. Elle a disparu avec le mort. Eh bien, voilà une lecture du tableau de Poussin pour notre temps. Pour notre temps. Est-ce que nos enfants, est-ce que nos petits-enfants pourront encore dire « et in Arcadia ego » Est-ce qu'ils pourront dire qu'ils ont connu l'Arcadie
au train où vont les choses. La pollution, le dérèglement climatique, la désorganisation politique et mondiale. Eh bien, rien n'est moins sûr. Voilà donc une allégorie pour notre temps. Voilà une nouvelle lecture du tableau, une interprétation possible, ou du moins impossible de l'interprétation de ce tableau. Pas tout à fait anachronique toutefois. Évidemment, j'y insuffle ma connaissance, notre connaissance des réalités du moment contemporain. Mais pas tout à fait anachronique parce que c'est assez conforme aux données fondamentales de l'image, à savoir qu'on nous présente un monde en décomposition. Et cette décomposition, elle touche tout dans le tableau, y compris l'Arcadie elle-même. Alors, oui, je vous l'ai dit, c'est un tableau sur la lecture, c'est un tableau sur l'interprétation, et c'est cela aussi qu'il nous faut interpréter. Les 4 bergers, vous voyez, sont dans des attitudes différenciées, et ces attitudes elles-mêmes, il nous appartient de les déchiffrer. Ils ne sont plus en mouvement, comme dans la version de 1628, mais ils sont, je l'ai dit, solidement ancrés sur le sol, appuyés sur le tombeau, ou bien sur leur bâton, et ce bâton qui les caractérise bien comme des bergers. Alors celui qui est agenouillé, c'est le plus facile à comprendre. Il déchiffre l'inscription. C'est le plus âgé, il est barbu, et c'est le plus proche de la mort, à certains égards, même si la mort peut nous saisir à tout âge, bien sûr, mais tout de même. Lorenz Stiefel, un historien de l'art, repris par Louis Marin, note que l'ombre du bras du berger forme une faux, comme la faux même de la mort. Donc voilà, celui qui est le plus près de la mort. Oui, c'est une interprétation tout à fait possible, elle est visible, cette faux. Alors j'ai longtemps pensé que alors voilà pour le berger du milieu, j'ai longtemps pensé que le premier berger, ici, à gauche, symbolisait une sorte d'indifférence. Mais non, il est couronné de lauriers, vous voyez, reste couronné de lauriers comme le berger de droite, ce berger sur lequel la jeune femme laisse reposer sa main. Et peu d'interprètes font attention à ces lauriers, ou au fait que, est-ce que vous l'avez remarqué, que 3 bergers, ainsi que la bergère, portent des sandales de couleurs différentes, vous avez remarqué, ils ont dévalisé le chausseur. Mais pas le premier, qui lui est pieds nus, et qui est aussi sans doute le plus jeune. Et ma foi, dans tout ce que j'ai lu sur le tableau, je n'ai vu aucune interprétation des lauriers ou des sandales qui me convainquent vraiment. Et donc, voilà, il y a encore du travail à faire. Voici déjà quelques interprétations, 2 ou 3 interprétations apparues au XXe et XXIe siècle. Pour Louis Marin, le grand historien de l'art, la jeune femme ici serait la mémoire, mnémosine en grec. C'est elle qui permet de garder le souvenir du mort. Donc, pourquoi pas? C'est assez intéressant d'avoir cette figuration abstraite de la mémoire à côté du berger. Pour une autre historienne de l'art, Elizabeth Cropper, cette jeune femme ne serait pas exactement la mémoire, mais elle symboliserait la peinture. Pourquoi la peinture? En effet, le berger agenouillé, ici, symboliserait le dessin. Chez Pline l'Ancien, en effet, dans son histoire naturelle, comment est né le dessin? Il est né de la reproduction des ombres. Or, le geste du berger, ici, suit le contour même de l'ombre. Le berger de droite cherche le sens du message, ici, et il évoque, par son pied posé sur un bloc de rocher, je cite la critique, il évoque plutôt l'histoire, alors que la figure féminine, elle, représenterait la peinture. Donc vous auriez le dessin ici, avec le barbu, vous auriez l'histoire, l'historiographie, et vous auriez ici la peinture qui serait représentée, puisque elle et son compagnon portent les 3 couleurs primaires, et oui, jaune, rouge et bleu. Et donc c'est la peinture comme mémoire. Bon, pourquoi pas? C'est un peu difficile d'avoir qu'à la fois la jeune femme soit la peinture, en même temps, pour comprendre que c'est la peinture, il faut avoir les 3 couleurs primaires, et la couleur primaire, l'une des 3
couleur primaire se trouve sur son compagnon, donc qui lui représente l'histoire. C'est un petit peu spécial. Mais en tout cas, on aurait, selon cette critique-là, un tableau d'autocélébration de la peinture et du peintre, en quelque sorte. Les deux autres bergers, eux, étant dans des couleurs plus ternes. Pourquoi pas? Allez, une dernière interprétation pour le voyage et pour vous accompagner dans la semaine d'interruption qui s'annonce. Une grande interprétation, par un grand interprète en tout cas, Claude Lévi-Strauss. Donc, ici même, pour Claude Lévi-Strauss, la jeune femme serait la mort elle-même, non pas la mémoire, mais la mort elle-même, incarnée. Et alors, avec toute l'admiration et le respect que j'ai pour Claude Lévi-Strauss, je trouve cette interprétation bizarrement peu structurale. Parce qu'elle signifierait que la mort figurerait deux fois dans le tableau. Elle figurerait dans le tombeau, qui désigne la mort, et in Arcadiago, et puis à côté du tombeau, avec cette personne-là. Je trouve que c'est peu convaincant d'un point de vue structural, et puis c'est aussi peu convaincant en raison des couleurs vives du personnage, qui ne s'accordent pas avec avec l'interprétation de la mort. Ah, puis encore une dernière interprétation, et je vous laisse là-dessus. Jean-Louis Ourquet, vous savez, j'ai quand même fait mon travail de lecture des critiques. Jean-Louis Ourquet signale la crevasse infernale au pied du tombeau, qui signifierait elle aussi la mort, ce qui est assez vraisemblable. En tout cas, ça signifie une sorte d'aridité. Et je termine là-dessus, cette crevasse qui signifierait la mort. Voilà le sol qui s'entrouvre, qui sépare les bergers. Il y a des bergers du côté de la vie, d'autres peut-être du côté de la mort. Je songe, et c'est une autre interprétation possible, et évidemment anachronique, mais si belle, et parce que poétique, je songe au dernier vers du tombeau dédié par Stéphane Mallarmé à Verlaine. Un peu profond ruisseau calomnié, la mort. Merci.